Je m'appelle Olivier Baumelard, je viens d'une maison qui s'appelle, le CGDD, qui a été créé en 2008 et qui regroupe au sein du grand ministère du développement durable tous les services de connaissance. Donc il y a les services de statistique, le SOS, l'ex-IFEN, il y a l'ancienne D4E, direction de l'économie de l'environnement et de l'évaluation du ministère de l'écologie, regroupé avec l'équivalent, donc études économiques et prospectives pour l'ensemble logement, transport, énergie, climat et écologie. Donc ça c'est nous, le CEID, service d'évaluation d'études d'intégration au développement durable. Et puis il y a la recherche. Et cette maison est chargée de produire de l'éclairage de politique publique. En 2010, nous avons eu le rapport Cour des comptes sur l'eau, qui citait le bureau dont je m'occupais à l'époque, qui s'appelait le Bureau d'évaluation des politiques de l'eau, des risques et des déchets, et qui disait, en fonction des coûts de traitement de l'azote donnés par la D4E, nous considérons que la France, Cour des comptes, que la France est trop dans le curatif et qu'elle dépense 3 fois plus pour traiter son eau potable que les Allemands de Munich, qui ont déjà été traités, cités ici, qui, eux, dépensent 8 centimes de mètre cube pour faire de la prévention et avoir de l'eau de source de qualité qui pourrait être mise en bouteille à leur robinet, alors que nous, on dépense 23 centimes de mètre cube pour traiter et on n'a pas cette qualité-là au robinet. Donc notre boulot a été de voir si on était encore d'accord avec nos propres coûts qui étaient dans des fourchettes très larges. Et nous avons donc produit une étude d'échelle nationale visant simplement à mettre des ordres de grandeur. Alors depuis, comme cette étude a pas mal été utilisée comme un réquisitoire et une dénonciation un peu de l'agriculture conventionnelle, ce qui n'était pas du tout le but. D'ailleurs, c'est le ministère de l'Agriculture lui-même dont je viens qui a autorisé sa diffusion. Donc le but, c'était aussi de montrer les bénéfices de l'action. Depuis, j'ai tendance à titrer différemment mes présentations et à les titrer sur les bénéfices, puisque vous savez qu'en économie, un coût évité est un bénéfice. Donc les bénéfices potentiels d'évitement des coûts des principales pollutions agricoles de l'eau. Et on s'est aperçu en croisant avec d'autres publications de notre service que souvent les parcelles qui sont dans les captages d'eau peuvent être des parcelles qui ont des propriétés de sol que décrira bien mieux que moi Gilles Billenne, qui est un spécialiste. Et par exemple, si ce sont des zones humides, par exemple à la Bassée, territoire, Gilles Billenne qui interviendra cet après-midi, et qui lui est un vrai chercheur scientifique, il pourra nous en parler mieux. On peut avoir des bénéfices de services écosystémiques et d'évitement de pollution qui peuvent se cumuler. Ça va être ça ma présentation, de montrer l'enjeu de l'action sur des domaines très complexes qui sont les services écosystémiques ou la prévention des pollutions. Voilà. Alors ça, c'est l'image méchante qui récapitule un petit peu tous les coûts qu'on trouve pour le buveur d'eau potable, pour les ménages, pour les collectivités, lorsqu'on croise les dépenses engagées par les Français du fait de pollution diffuse agricole, nitrates et pesticides. Donc à gauche, ce sont les dépenses des services, au sens large, donc des services et agences de l'eau, celles qu'on retrouve sur la facture. On est entre 7 et 12% de la facture d'eau en gros, je ne vais pas tout vous lire, hein. Je ne cherche pas à prendre sur le temps du débat. Au milieu, donc à la deuxième colonne en partant de la gauche, ce sont ce qu'on appelle les dépenses de substitution, c'est-à-dire les dépenses entraînées par les ménages pour les eaux de boissons alternatives ou pour les boissons alternatives à l'eau du robinet, pour les ménages qui pensent ne pas avoir accès à une eau potable à leur robinet. Sur cette diapo-là, je n'ai pas fait apparaître les dépenses des pesticides qui sont beaucoup plus fortes. Lorsqu'on interviewe les ménages, une des principales causes de non-potabilité de l'eau en France, il y a 8% de ménages qui, en 2008, n'avaient pas eu toute l'année une eau respectant les normes pesticides. Ça faisait 710 millions d'euros d'eau de boisson qui n'ont pas été mises ici précisément pour ne pas être trop polémique, mais qu'on retrouve dans d'autres publications sur les bénéfices du bon état écologique. Donc là, je n'ai mis que
les dépenses liées au nitrate parce qu'il y a quelque chose qui ressemble très fort à une prescription médicale pour les nouveau-nés. Donc j'ai pris uniquement les quantités des nouveau-nés non allaités, les quantités d'eau de boisson, et ça donne ça. Voilà. Donc ça donne quelque chose d'assez fort. À un moment donné, on me surnommait le milliard d'euros, le monsieur du milliard d'euros sur la facture d'eau. Donc là, on est entre 1,1 milliard et 1,7 milliard d'euros. On pourrait rajouter 700 millions d'euros de plus pour les dépenses de substitution des pesticides. Donc quelque chose de très lourd, et uniquement pour les 3% d'eau utilisée pour l'eau potable et pas du tout pour l'environnement. C'est-à-dire que ces dépenses ne permettent absolument pas de corriger les dégâts environnementaux type algues vertes. Cela, j'ai essayé de retrouver dans la littérature ce qu'on avait comme étude, et en 2010, on n'avait à peu près rien sur les coûts entraînés par l'eutrophisation sur les littoraux. Depuis, l'Agence des aires protégées, IFREMER, etc., essaye de chiffrer un petit peu mieux. Pour le moment, on a beaucoup de mal avec le tourisme. Tout le monde a du mal à essayer de voir quelles sont les dépenses de tourisme. La plupart des économistes refusent qu'on fasse un scénario en disant, bah voilà, on a des algues vertes partout et on perd du touriste. Les économistes sérieux disent tous, oui, mais s'ils ne vont pas à Saint-Michel-de-Grève, ils vont 20 km plus loin, et la perte de Saint-Michel-de-Grève est compensée par le gain de ceux qui vont accueillir les touristes qui auraient été à Saint-Michel-de-Grève. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette explication, avec cette analyse, mais c'est celle d'économistes sérieux. Le coût du contentieux, on ne le connaît pas encore, sur nitrate, etc. Alors, cette image nationale n'a aucune visée donc, de dénonciation, comme je le disais tout à l'heure. C'est plutôt qu'est-ce qu'on peut en tirer concrètement pour nous. Et qu'est-ce que mon étude ou notre étude a apporté ? Elle a apporté que si on ne mettait pas d'azote et de pesticides dans un hectare cultivé, on évitait des coûts de traitement qui sont de 40 à 61 centimes pour les nitrates, quand on doit traiter les nitrates, et on évitait des coûts de traitement des pesticides où là, la fourchette est plus large et donc moins satisfaisante. Donc je vais avoir tendance maintenant à me consacrer mon exposé sur les bénéfices de l'évitement des nitrates plutôt que sur les pesticides, tout en vous informant que là, ce chiffrage a été fait au niveau national avec les professionnels de l'eau, et en public ou privé, en particulier avec la commission eau potable de l'ASTE, qui s'appelait avant la GHTM, qui a fêté son centenaire, qui est une association tout à fait sérieuse et dont les publications scientifiques font référence, et qui regroupe à peu près tous les techniciens municipaux, hygiénistes, publics ou privés, qui cherchent à faire progresser leurs connaissances. Donc un bénéfice très important si dans une aire d'alimentation d'un captage, on évite de mettre des excédents, qui est de l'ordre de 800 à 2400 euros par hectare. Ce n'est pas tout à fait rien, et ça donne une idée des compensations, des montants de compensation que le service d'eau pourrait consacrer à une aide aux agriculteurs ou aux tenants du foncier qui joueraient le jeu et respecteraient la qualité de l'eau comme le font les Bavarois. Alors, maintenant, cette image, elle n'est pas dans mes publications. Moi, je viens du ministère de l'Agriculture. Est-ce que je crois que l'agriculteur a le choix ? Je suis dans un service d'économie. On a regardé ça de très près. Il a, de mon point de vue, s'il veut basculer, tant mieux, et c'est très bien. Je suis dans une assemblée de gens qui en sont convaincus et font cet effort-là. Par contre, en termes de prise de risque financier, dans les conditions actuelles du marché, il est parfaitement justifié à continuer à mettre 20% d'excédent pour tout ce qui a été expliqué bien mieux que je ne saurais le faire par des agronomes. Il ne sait pas quand la pluie viendra. Il faut que sa plante ait toujours plus d'azote plutôt que de pas assez. Quand la pluie vient un peu trop fort, ça part à la nappe, et il n'a pas d'autre choix que d'en remettre, vu que le kilo d'azote lui coûte 10 fois moins cher qu'il lui rapporte. Voilà. Et en gros, les gens qui ont travaillé sur des projets de taxes nitrate disent si on ne triple pas le prix du nitrate, la taxe, il n'y aura pas d'élasticité et ce ne sera pas bon. Par contre, est-ce que l'environnement, lui, il a les moyens de faire ce que font les traiteurs d'eau pour respecter les directives européennes ? Lui, le kilo d'azote, il ne lui coûte pas 1 euro ou 50 centimes d'euros le kilo, il lui coûte 70 à 110 euros le kilo, 106 euros le kilo, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ordre de grandeur. Ce qui est important, c'est que les Flamands, les gens qui publient, qui travaillent sur ces questions-là, corroborent à peu près ce chiffre. 3 mois avant qu'on publie, nous, les Flamands ont publié à 70 euros le kilo d'azote excédent dans le sol. On est à peu près cohérent.
Bon, ce qui est important, et ce que j'ai oublié de dire, c'est que nous sommes l'interface, le CGDD de la France, avec l'OCDE sur l'environnement. Et il y avait un forum G20 agriculture-environnement cette semaine auquel j'ai participé comme observateur. Les Américains sont venus dire qu'ils ne savent plus quoi faire de leurs nitrates et phosphates. Les Néo-Zélandais qui font figure de pilotes pour un lac où ils ont réussi à faire des marchés et des contrats qui fonctionnent, on dit mais on tire la sonnette d'alarme, on ne s'en sort pas. Enfin, il y a un problème mondial sur l'azote et il faut que la France arrête de culpabiliser. C'est l'ensemble de l'agriculture. Les Turcs sont en train d'en mettre de l'azote. On n'a jamais vu des doses à l'hectare dans les rapportages OCDE comme ceux des Turcs. Enfin, voilà. Sur pesticides, c'est beaucoup moins, ces chiffres ont beaucoup moins de valeur parce qu'il y a beaucoup moins d'excédents dans la nature, même si c'est vrai que c'est sur pesticides que les collectivités, les services publics d'eau sont le plus entraînés à traiter. L'exemple de la ville de Paris qui ne traitait pas ces eaux des bassins amont est caricatural. Depuis 10 ans, il n'y avait pas de traitement sur les eaux de la Vanne et de la Joie qui alimentent 40% des besoins actuels de Paris. 150 millions d'euros, 4 stations de traitement étaient construites depuis 2000 à l'amont de Paris. Les professionnels nous disent on a plus de 45% maintenant des eaux nationales, des eaux potables nationales, on traite à près de la moitié de nos eaux brutes contre les pesticides et les tendances sont très mauvaises. Et je suis très reconnaissant à mes prédécesseurs d'avoir mentionné les eaux souterraines parce que personne ne parle des eaux souterraines. 95% de la ressource en eau douce française, ce sont les eaux souterraines. On n'a pas d'image macro sur les eaux souterraines parce que c'est très divers, très difficile à un point de mesure d'associer une quantité d'eau, etc. C'est beaucoup plus dur que sur les eaux de surface. Et c'est là-dessus que ça va très mal. Il y avait 2 mg par litre de nitrate dans les eaux souterraines en 1960. Il y en a 18 aujourd'hui en moyenne. On a multiplié par 10 sur l'ensemble du stock français. Donc il y a un bruit de fond terrible. Et là encore, la Bretagne est en avance puisque on voit que ça commence à baisser. C'est franchement pas le cas du gros du stock souterrain français. Voilà. 2700 millions de mètres cubes sur 6 milliards de mètres cubes qui doivent être traités. C'est des chiffres d'il y a 2 ans. Et la pente est comme ça. Tout le monde commence à faire des traitements aux souterraines. Bon, les zones humides, je vous passe, puisque les organisateurs ont mis tout mon travail, il est là-dedans, dans les documents que vous avez. On s'aperçoit, quand on met les moyens pour étudier, qu'on trouve des bénéfices très, très importants. On en a étudié 3 de près. Voilà, c'est le titre qui compte. Hein. On arrive, rien que sur la dénitrification, à des bénéfices qui peuvent aller jusqu'à 2800, 4200 euros par hectare. Rien qu'en prenant, l'équation elle est très simple, 40 kg par hectare d'azote épuré par une zone humide, c'est-à-dire d'azote exogène, d'azote qui vient pas de cet hectare-là, hein, mais qui vient de l'amont, c'est le cas de la Seine sur 100 km qui traverse la Bassée et qui perd 3000 tonnes d'azote en traversant une zone humide, donc c'est bien de l'azote qui vient de l'extérieur, qui est épuré par le sol. Eh bien, cette même zone humide, si jamais je l'utilise, je la draine et que j'y fais de l'agriculture intensive, eh bien je cumule mon coût de pollution d'azote que je vais devoir traiter et la perte du bénéfice d'épuration azote et je peux sommer et je dépasse le coût d'achat, la valeur du foncier chaque année dans mes coûts de traitement. Donc il y a un enjeu extrêmement fort à faire de la prévention. Pour le démontrer, il faut des années, des mois d'études, il faut aller chercher les fonctions écologiques une par une, les services écosystémiques, c'est très lourd. On n'y arrivera jamais si on demande à un stagiaire ou une première année sortant de master d'économie de l'environnement sans lui donner la complexité des fonctions écologiques. Il n'arrivera jamais tout seul, il fera des fourchettes énormes et donc il n'arrivera pas à prouver les bénéfices de la prévention. Ces bénéfices, ils sont là quand on les cherche, ils sont difficiles à trouver, il faut faire des comités de pilotage avec vraiment des gens du terrain, des parties prenantes, qu'il y ait du débat, que les gens puissent... Il y a des perdants, hein, sur une zone humide pas drainée, évidemment le propriétaire du foncier, c'est pas lui qui a les bénéfices de stocker de l'eau à l'amont de Paris et d'avoir les pieds dans l'eau, c'est pas lui qui a les bénéfices, il a les nuisances des moustiques, etc. Il y a des perdants, des gagnants, ça s'évalue à l'échelle du grand bassin. Les agences de l'eau arrivent à le montrer. Derrière notre étude sur le coût des pollutions, Seine-Normandie a monté un outil avec un cabinet d'économie qui s'appelle Éco-Décision. Ils ont testé sur 21 captages le ratio coût-bénéfice de la prévention versus le curatif actuel sur nitrates et pesticides. Ils sont arrivés à un ratio moyen de 15 fois plus de bénéfices que de coûts,
alors que le chiffre de la Cour des comptes sur Munich, c'était 3 fois plus de bénéfices que de coûts. Donc en fond, une des conclusions pratiques, c'est pour moi, à l'échelle nationale, enfin pour mon service, on considère que c'est établi absolument. Le cas de Seine-Normandie est trivial, puisqu'ils allaient jusqu'à des ratios de 98 fois plus de bénéfices que de coûts. Pour le service d'eau à investir et aider. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé dans les 2 dernières années sur ce bassin de la Vanne à l'amont de Paris. Haute-Paris a fini par oser, grâce à ces chiffrages qui montrent qu'ils ne perdent pas d'argent, à encourager le basculement sur de l'agriculture bio et pas que ça, et de l'enherbé, mais sur plus de 1450 hectares dans le bassin de la Vanne, ils aident les agriculteurs à 447 € par hectare et par an. Et du coup, il y a des grands céréaliers bossiers qui ont basculé. Ils ont créé la première station semencière bio qui a été inaugurée il n'y a même pas un mois avec notre ministre, je crois, et de France. Et on se retrouve avec un truc à l'échelle de Munich. Et donc, on est sorti du ridicule. On ne sait pas encore si on aura les mêmes impacts qu'eux, parce qu'il faudra 5 ans pour les voir. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit M. Coasguen en disant mais la nature, elle réagit très vite. Et les résiliences, on les voit très vite. Nous, à Paris, on a le saumon qui se reproduit. Depuis 2008, on prend des saumons de plus d'1 mètre de long à l'écluse de Suresnes. Ça, c'est extraordinaire. Moi, c'est une partie de ma vie. J'étais à Bruxelles sur la Dérue. Je ne croyais absolument pas que ça irait si vite. Tout le monde se fichait de Chirac quand il disait qu'il pourrait nager dans la Seine. Moi, maintenant, je nage dans la Seine, en bas de chez moi, à Asnières, l'été. Et il y a même des compétitions organisées. Donc voilà, il y a des belles choses qui se produisent et il n'y a pas de fatalité. On a gagné la bataille des phosphates, il faut gagner celle des nitrates, en commençant par les captages. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier Bomelard. Merci. Ah, je m'autorise un dernier point parce que il a été tellement mentionné et le contexte breton est tellement important. Mon arrière-grand-père, je suis d'une famille de marins, mon arrière-grand-père, et j'ai un fils aîné qui est capitaine au long cours, mon arrière-grand-père ramenait le guano à la fin du 19e siècle à la voile. Il passait le Cap Horn pour aller chercher le guano. Le guano, c'est une fumure organique. Nous sommes la première génération qui a tué le marché naturel des fumures organiques. Donc dans le service dans lequel je suis, moi j'essaye de proposer à mes collègues qui s'occupent du bureau de la fiscalité écologique, etc., de commencer à raisonner là-dessus. Est-ce qu'on ne pourrait pas monter un système qui redonne un débouché aux fumures organiques? Et je parle à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne. Ce n'est pas un problème breton. Voilà. Et actuellement, on importe de l'azote minéral plus que notre SAU peut en... Enfin, j'exagère. Si on somme avec l'azote organique, on n'a plus de débouché. Et... Merci de cette proposition concrète. Merci beaucoup.